Mais comment GTA V a-t-il pu sortir sur une console datant de 2005? Comment Donkey Kong Country pouvait avoir de tels graphismes alors que les autres jeux de la même console ressemblaient à ça? Et pourquoi l'optimisation aujourd'hui est de plus en plus délaissée durant le cycle de développement dans un jeu vidéo? Eh bien nous verrons dans cette vidéo, de génération en génération de jeux vidéo, quelles étaient les techniques d'optimisation utilisées par les développeurs. L'ère rétro. Durant cette ère, on peut nommer plusieurs jeux connus comme les tout premiers Legend of Zelda, les Super Mario Bros ou les Donkey Kong Country. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque, les consoles de ces générations étaient extrêmement limitées. Par exemple, la NES, la console de salon de Nintendo, sortie en 1985, avait un processeur de 1,9 MHz et 2 kilo-octets de mémoire RAM. Alors l'un des premiers procédés d'optimisation mis au point à l'époque était le sprite flickering. Cela consistait à faire clignoter les sprites en trop, très rapidement, pour donner l'illusion qu'ils sont là. C'est un peu ce que fait Koro Sensei dans Assassination Classroom pour se dédoubler entre guillemets. Le sprite flickering a été conçu de sorte à dépasser les limites de la console car elle n'était pas capable d'afficher plus de 8 sprites sur une ligne horizontale. Pour continuer, durant la même ère, une technique d'optimisation très basique mais essentielle dans tous les jeux vidéo, c'est le fait de réutiliser ce qui existe déjà. Suivant la génération de jeux, le terme peut varier, mais pour les jeux en plateforme 2D, on nomme souvent ce genre d'optimisation le tile reuse, ou réutilisation de tuiles en français. C'est tout simple. Le jeu est développé en sorte à ce que les éléments déjà affichés soient dupliqués pour économiser de la mémoire. Imaginez un instant si la machine devait recharger plusieurs blocs à power-up dans Mario Bros au lieu de juste dupliquer celui déjà existant dans la mémoire. Dans les jeux un peu plus récents, par exemple, il y a les pièces de Lego dans les jeux Lego. Ce ne sont pas toutes des pièces individuelles, dans la mémoire c'est juste une pièce dupliquée en plusieurs pièces. Bref, pas besoin de vous expliquer pourquoi cela serait tout simplement injouable si ces éléments n'étaient pas dupliqués. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les jeux Donkey Kong Country sur SNES sont aussi beaux et détaillés? Ou alors vous ne vous êtes pas posé la question, mais quoi qu'il en soit, les développeurs de studio Rare ont trouvé le moyen génial de rendre leur jeu avancé graphiquement pour l'époque et pour la console. Car comparativement à aujourd'hui, la console n'a pas l'air si puissante que ça par rapport à son prédécesseur. La console avait un processeur de 3,58 MHz et 128 kilo-octets de mémoire RAM, mais déjà elle pouvait afficher 128 sprites par ligne, contrairement à 8 pour la NES. Bref, le procédé utilisé a été de pré-rendre en 3D toutes les frames de tous les sprites. C'est-à-dire que par exemple, pour Donkey Kong, il a d'abord été modélisé dans un logiciel 3D, puis rendu sous forme d'une image compressée, afin que la console puisse le supporter. Et cela pour faire une frame de chaque animation de tout ce qui s'affiche à l'écran. Car oui, les environnements sont aussi de la 3D pré-rendue. Le fait que le jeu entier soit pré-rendu donne l'illusion qu'il est en 3D, alors que la console n'est pas capable d'afficher en temps réel de la vraie 3D. C'est pour cela que cette saga de Donkey Kong Country sur SNES fournit toujours une expérience visuelle unique et intemporelle. Et c'est d'ailleurs le même procédé qui est encore utilisé aujourd'hui dans les jeux mobiles comme Talking Ben ou Clash Royale. Début 3D. Durant cette ère, les développeurs devaient se creuser un peu plus la tête pour trouver des moyens ingénieux et malins afin que leur jeu maintenant en 3 dimensions puisse être beau tout en tenant compte des performances des premières consoles en 3D. Et oui, non pas seulement que c'était plus facile d'optimiser les jeux en 2D, mais le secteur du développement de jeux en 3 dimensions n'était pas aussi mature que celui de la 2D où plein de méthodes d'optimisation étaient déjà connues. À ce moment-là, le level design devait être repensé autrement afin d'exploiter l'entièreté d'un monde en 3 dimensions, mais l'exploiter intelligemment pour que la machine supporte la charge de calcul. Bref, comme vous l'avez compris, il y a beaucoup de nouveaux compromis pour cette nouvelle révolution qu'est le jeu vidéo en 3D à ce moment-là. Mais durant cette ère, je vais surtout vous parler de certaines consoles, notamment la Nintendo 64, la PS1 et la PS2, mais laissez-moi d'abord vous parler de la Nintendo 64 avec un processeur de 93,73 MHz, un processeur graphique de 62,5 MHz et 4 mégaoctets de RAM. Pour la plupart des jeux de cette génération de consoles comme la PS1 aussi, chaque polygone comptait. N'importe quel modèle 3D comporte un nombre de polygones plus ou moins important. Plus il est élevé et plus l'objet 3D est détaillé, et moins il est élevé et plus l'objet 3D aura une apparence cubique. Sauf que là, on cherche à optimiser le nombre de polygones pour que la console en ait le moins à afficher. Rendez-vous compte que durant cette période, absolument chaque polygone compte. C'est par exemple pour cela que Link a un chapeau dans Majora's Mask, car cela économisait le nombre de polygones à afficher. Car modéliser les cheveux de Link et les afficher en jeu aurait sacrifié beaucoup trop de puissance de calcul pour la Nintendo 64. On peut aussi prendre l'exemple des arbres dans Super Mario 64, qui sont des modèles 2D qui se tournent vers la caméra du joueur pour donner l'illusion que l'arbre est en 3D. C'est bien beau de réduire les polygones d'un modèle 3D, mais cela donne moins de profondeur au décor et aux éléments du jeu. Sauf que les développeurs ont trouvé un moyen de rendre des objets avec un maillage de polygones simple,
Eh bien, en fait, assez détaillé. Ils appliquent des textures de reflets ou d'ombre sur des surfaces, créant une impression de détail alors que la surface n'est en soi pas modélisée très précisément. On peut le voir par exemple sur le tuyau dans Mario 64. Celui-ci est tout plat, mais grâce à sa texture, il ne paraît plus comme un simple tuyau aplati. Vous comprenez maintenant que le nombre de polygones affichés est important pour l'optimisation. Réduire ce nombre de polygones, c'est aussi réduire le nombre d'objets à l'écran. Les développeurs ont alors créé ce qui s'appelle le culling. C'est le fait de ne pas charger les éléments qui sont hors champ de la caméra du joueur. Cela est un énorme boost en termes de performance pour une meilleure fluidité en jeu. Un jeu en particulier va nous intéresser. Un jeu qui a su particulièrement bien exploiter les limites matérielles de la PS1. En effet, je parle ici de Silent Hill. Ils ont utilisé le brouillard pour cacher les éléments qui n'étaient pas affichés par la console. Non seulement le brouillard permettait d'économiser des ressources en dissimulant les modèles 3D non affichés, mais il a aussi permis une direction artistique propre au jeu vidéo Silent Hill. Les joueurs ne voyaient donc pas cela comme un cache-misère, mais comme un élément propre et essentiel à l'atmosphère du jeu. Passons maintenant aux effets de lumière. Il y avait une technique d'optimisation très utilisée à l'époque, le Backend Lighting. Cela consiste à précalculer les lumières et les ombres dans un environnement, puis les enregistrer en tant que texture. Donc la console n'a pas besoin de calculer les ombres et les lumières en temps réel, comme le font la plupart des jeux d'aujourd'hui. On peut prendre l'exemple du jeu Astérix et Obélix XXL2 sur PS2 qui a des ombres précalculées, et ça on peut le voir car Astérix ne reçoit pas d'ombre lorsqu'il se met sous une zone qui devrait l'ombrager. Les seules ombres qui étaient calculées sont pour les personnages ou les objets qui sont en mouvement. Cette technique de Backend Lighting n'est plus utilisée car beaucoup de jeux maintenant utilisent un système dynamique de jour-nuit, ce qui fait que les développeurs ne vont pas précalculer l'ombre et la lumière de toutes les surfaces pour tous les moments de la journée. Les jeux contiennent aussi beaucoup d'éléments en mouvement, comme de la végétation, des nuages, des arbres qui bougent beaucoup au vent, bref, ça fait donc beaucoup d'ombres à simuler en même temps. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un problème car les machines d'aujourd'hui sont tout à fait capables de calculer des ombres et des lumières en temps réel sans avoir un jeu qui lag. Mais au temps de la PS1, PS2, le Backend Lighting a énormément aidé à rendre les jeux beaux sans sacrifier les performances des consoles. L'ère des jeux vidéo 3D récents. C'est bien beau d'avoir de nouvelles technologies, mais si les jeux veulent pouvoir être beaux et en avance sur leur temps, il faut trouver des moyens encore plus ingénieux pour faire tourner les nouveaux jeux. Et oui, car les jeux vidéo deviennent de plus en plus ambitieux, des environnements de plus en plus grands et plus en plus vivants. Même si les consoles de la génération HD comme la Xbox 360 sont plus puissantes, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas gratter des FPS en optimisant de manière intelligente les jeux vidéo. Prenons la Xbox 360 qui est sortie en 2005 quand même, et elle avait un processeur de 3 cœurs cadencé à 3,2 GHz, 512 mégaoctets de RAM et un processeur graphique de 500 MHz. Et dites-vous que GTA V est sorti sur cette console. Et dites-vous aussi que la PS3 avait 2 fois moins de mémoire que la 360. Bref, même si ce n'est pas le GTA V que l'on connaît aujourd'hui en termes de graphisme, le jeu reste plus ou moins similaire à la version PC. Les développeurs ont dû alors utiliser des moyens très astucieux pour optimiser le jeu sur des machines qui avaient déjà à peu près 8 ans depuis la sortie. Précédemment, je vous parlais du fait que les développeurs faisaient en sorte que le jeu n'affiche que ce qui est dans le champ de vision de la caméra du joueur, mais imaginez dans un jeu comme GTA s'il fallait afficher absolument tout ce qui est présent dans le champ de vision de la caméra. Le jeu ne serait absolument pas jouable, donc les devs ont alors établi une distance d'affichage pour la végétation qui ne sera pas affichée sur une distance très longue. Ils ont fait de même pour les ombres, si elles sont très loin, elles ne seront pas affichées, et si elles sont un peu moins loin, elles seront affichées mais dans une très faible résolution. Mais le plus astucieux, c'est pour les modèles 3D. En effet, je vous parlais du fait que moins il y a de polygones à afficher, plus les performances du jeu seront élevées. Et bien les PNJ, les voitures et les structures, tous ces modèles 3D auront un niveau de détail différent en fonction de la distance par rapport au joueur. On appelle ça le Level of Detail, le LOD. Cela va du niveau 0, c'est-à-dire lorsque on est le plus loin de l'objet 3D, jusqu'au niveau le plus élevé, c'est-à-dire lorsqu'on est le plus près de l'objet 3D. En général, il y a environ 4 ou 5 niveaux de LOD différents. Tout cela dépend de la nature du modèle 3D. Bref, prenons un exemple dans GTA V. Le joueur est très près d'une structure ou d'un bâtiment, le niveau de détail sera élevé, car ce joueur pourra plus percevoir les imperfections s'il n'y a pas assez de polygones pour définir la structure. Maintenant le joueur s'éloigne de la structure, le nombre de polygones diminue. La structure est certes moins détaillée, mais le joueur ne le percevra pas, car le bâtiment sera plus loin, donc plus pixelisé. Je pense maintenant que vous commencez à comprendre le principe. Cela s'étend jusqu'au LOD 0, qui est le niveau de détail où le nombre de polygones est très minimum et les textures très plates et peu détaillées. C'est grâce à ce procédé intelligent et trompe-l'œil que l'illusion d'un monde ouvert, détaillé et dynamique fonctionne. Cette technique d'optimisation d'utiliser des LOD dans les jeux vidéo ne se limite plus qu'aux open world, car même un petit jeu avec un level design linéaire peut en avoir recours, tellement cela aide aux performances et à la fluidité d'un jeu.
Pour finir, il existe une dernière technique d'optimisation qui est assez récente par rapport au précédent. Je parle bien sûr du DLSS et du Frame Generation. Cela n'est pas de l'optimisation à l'état pur, mais aide quand même les jeux à mieux performer. Mais avant tout, en quoi consiste cette technologie? Le DLSS, qui veut dire Deep Learning Super Sampling, est une technologie de chez Nvidia qui rend le jeu à une définition inférieure, puis l'upscale grâce à de l'IA, dans la définition choisie. C'est-à-dire que si vous jouez à un jeu en 1080p, vous aurez l'impression que c'est du Full HD, mais en vrai le jeu tourne dans une résolution inférieure. Sauf que vous ne vous en rendrez pas compte, car le processeur graphique s'occupe d'upscale la définition du rendu final. Évidemment, cela demande moins de puissance de calcul que de faire marcher le jeu en 1080p natif. Et pour le frame generation, c'est juste des images rajoutées grâce à de l'IA entre les images déjà présentes. Ce qui fait que cela augmente les FPS, car il y aura plus de frames rendus par seconde. Mais il y a un mais. Les techniques d'optimisation sont censées être là pour aider la machine à faire tourner un jeu sans qu'il lag. Donc ça ne devrait pas poser de problème dans ce cas-là, non? Eh bien le problème en question est que les développeurs doivent développer des jeux qui demandent un énorme travail. Tout cela avec un rythme effréné, même s'ils font quand même le minimum pour que le jeu soit jouable à sa sortie. Évidemment, c'est pas le cas pour tous les jeux de tous les studios, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils se reposent sur le fait que le DLSS et le Frame Generation existent, donc si ça lag, les joueurs n'auront qu'à activer le DLSS à fond et le frame génération. Sauf qu'au final, on se retrouve avec une image brouillonne et des détails flous. Car je vous rappelle que ces technologies sont basées sur de l'intelligence artificielle, donc le GPU doit interpréter et imaginer des pixels manquants. Si on n'en abuse pas, ça ne se voit absolument pas. Mais dans un cas d'un jeu mal optimisé, on sera forcé d'utiliser beaucoup de ces technologies d'IA. Bref, tout ça pour dire que le DLSS et le frame génération, c'est bien beau, mais c'est un couteau à double tranchant. Évidemment, il n'y a pas que du mal à propos de ces technologies. Au contraire, c'est grâce au FSR, le DLSS de chez AMD, que j'ai pu jouer à Red Dead Redemption 2 sur mon ancien PC sans sacrifier la qualité graphique. Et c'est très utile dans le cas d'un Steam Deck qui a un petit écran et des performances modestes, car grâce au FSR, il peut faire tourner des jeux AAA sans avoir des composants très avancés. Qui dit composants plus puissants, dit aussi prix plus élevé. Donc dans ce cas-là, ce genre de technologie est la bienvenue. Tout ça pour dire que l'on peut utiliser ces technologies. Il ne faut pas totalement se reposer dessus au risque que les jeux soient de moins en moins optimisés, car les développeurs passeront moins de temps sur cette tâche. Et bien voilà, la vidéo est finie. Bon, évidemment, je n'ai pas traité de tous les sujets d'optimisation, car il y en a beaucoup. Peut-être que je ferai une partie 2. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. À plus.